Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour cette conférence midi qui est offerte dans le cadre des activités du ROIM. Donc aujourd'hui, nous recevons Mme Asna Lyonnais, intervenante en sensibilisation et prévention au Centre de prévention du suicide de Montréal. Donc Asna va nous présenter les trois nouveaux outils à l'intention des hommes autochtones, des hommes judiciarisés, puis des hommes qui font partie des forces de l'ordre. Donc ces trois nouveaux outils font partie d'une boîte à outils qui a été développée en collaboration avec le Centre de prévention du suicide puis l'ORAIM ainsi que d'autres partenaires. Donc, pour vous dire également qu'on va prendre les questions à la suite de la présentation d'Asna. Donc, à tous et à toutes, nous vous souhaitons une belle conférence midi. Asna, c'est à ton tour de nous parler de ces trois nouveaux outils. Super, déjà merci Pierre pour l'accueil. Bonjour à tout le monde. Donc mon nom c'est Asna. Je travaille au Centre de prévention de suicide de Montréal dans le programme prévention sensibilisation. Donc qui a beaucoup pour but d'aller vers l'extérieur, de faire des ateliers de sensibilisation, des kiosques. Puis on a collaboré avec Pierre sur ces fiches cette année. Donc je vais présenter tout ça. Donc, pour vous donner une idée de ça va ressembler à quoi le Midi Express, je vais vous parler de la boîte à outils notamment, donc pour les hommes autochtones, les hommes judiciarisés, les hommes de force de l'ordre. Puis il y aura une période de questions. Puis si vous êtes intéressé après dans la prochaine conférence midi, il y aura visionnement des capsules. Mais ça ne sera pas pour aujourd'hui parce que nous n'avons pas le temps. Donc, le but et les objectifs de cet atelier, c'est déjà de présenter les nouveaux outils, les nouvelles capsules, sensibiliser à remarquer les signes de détresse chez les hommes selon certaines catégories, puis préparer à valider la demande d'aide chez les hommes également, et aborder évidemment le sujet du suicide, puisque je travaille en prévention du suicide. Et cet atelier, il n'a pas pour but de vous outiller à estimer la dangerosité du passage à l'acte suicidaire, ce que nous on fait en ligne téléphonique, par exemple. C'est vraiment pour donner des pistes d'intervention chez les hommes dans certaines catégories. Donc, la boîte à outils, c'est quoi? La boîte à outils, Pierre en a parlé brièvement, mais ça fait c'est pas la première année que des fiches sont faites. Donc, souvent, la boîte à outils est construite de cette manière, puis vous allez le voir. En allant fouiller sur le site du ROIM. Puis aussi, moi, qu'est-ce que je vais présenter aujourd'hui? Généralement, on voit la mise en contexte, on parle de qui, les signes de détresse, les éléments à explorer pour l'intervention, qu'est-ce qui alimente l'espoir chez une personne selon sa catégorie, comment accompagner aussi donc un homme, par exemple, autochtone, puis les plans de sécurité, donc la protection par rapport aux idées suicidaires. Puis à la fin, il y aura toujours des petites ressources également. Les fiches qui ont été faites dans le passé, c'est donc en général 50 ans et plus, diversité sexuelle et de genre, jeunes hommes en situation d'itinérance, issus de l'immigration, en situation de rupture conjugale, les proches, les intervenants. Ça, c'est les fiches qui ont été faites dans le passé par un autre collègue à moi. Puis les nouvelles fiches cette année, c'est hommes autochtones, hommes judiciarisés, hommes des forces de l'ordre. Puis les nouvelles capsules, donc on ne va pas présenter aujourd'hui, ce sera sur la diversité sexuelle et de genre et les jeunes hommes. Juste pour vous préciser comment ces fiches ont été faites, ben, ça a été bon, à la fois des lectures théoriques, mais aussi des rencontrer des personnes concernées de près ou de loin. Donc, mettons, là, j'ai rencontré un aumônier aussi pour parler des hommes des forces de l'ordre, comment eux, ils interviennent, c'est quoi la prévention du suicide dans certains espaces, aussi des organismes autochtones plus pour les hommes autochtones. Donc, c'est comme ça que la recherche s'est faite. Savoir que là, c'est très catégorisé, puis c'est parce que c'est le but un peu de ces fiches, mais évidemment, il faut garder en tête le principe de l'intersectionnalité et se rappeler que un homme peut être à la fois issu de l'immigration, et homosexuel et en situation de judiciarisation. Donc évidemment, on va présenter de manière très catégorisée, mais des fois, ça se mélange plus que ça. Puis ça sera votre sens clinique et de l'analyse qui pourra mélanger ces choses-là aussi. Donc voilà. Donc, toujours garder en tête ce principe de l'intersectionnalité. Pour ce qui est de la première fiche, donc j'espère que je vais pas trop vite. Moi, je vous vois pas du tout, donc j'espère que vous êtes correct. Je vais commencer par les hommes autochtones. Donc, c'est une des fiches qui a été faite pour les nouveaux outils. Puis, on va commencer par parler des facteurs de risque. Donc, qu'est-ce qui fait, quels sont les facteurs de risque sur lesquels être vigilante quand on parle de prévention du suicide. Puis là, je rappelle que moi, je travaille au centre de prévention du suicide, donc ça va être toujours avec cet angle-là.
Évidemment, il y a les facteurs de risque qui sont liés au traumatisme historique. Puis dans ça, on comprend plusieurs choses, des expériences intergénérationnelles de violence, de politique d'assimilation. Là, pour donner quelques exemples, donc les pensionnats, les déplacements forcés, la perte de la culture et de la langue. Autre exemple, l'abattage des chiens pour les Inuits. Ça peut être donc ces facteurs de risque-là. Ça peut être aussi l'éloignement de la communauté ou du territoire, donc qui amène parfois des tensions identitaires. Ça peut être également l'impact du placement en famille d'accueil par la DPJ. Donc, on sait que les personnes autochtones, les enfants autochtones sont surreprésentés dans la DPJ. Donc, ça peut être aussi des choses qui causent de la détresse pour la famille ou pour l'enfant en question. Ça peut être aussi la judiciarisation et l'incarcération qui engendre alors ben, de l'isolement social, isolement culturel, aussi un sentiment d'exclusion. Ça peut être aussi la difficulté à créer un lien de confiance, donc notamment une méfiance envers les intervenants, les intervenantes, dû donc tout ça au traumatisme historique passé. Puis également la stigmatisation et l'impact des politiques coloniales donc sur les personnes autochtones, sur les hommes autochtones. Donc ça, c'est tout ce qui est les facteurs de risque qui peuvent être liés au traumatisme historique. Évidemment, ça varie, c'est selon la personne, c'est individuel aussi. Mais il y a aussi des facteurs de risque psychologiques et individuels. Donc là, on parle des troubles psychologiques qui ne seraient pas pris en charge, de violences subies dans l'enfance. Donc ça peut être des abus sexuels, de la négligence, de la violence intrafamiliale, aussi la dépendance, comme l'alcool, les drogues, les médicaments, qui sont souvent utilisés pour apaiser la douleur. Donc on peut aussi faire le lien avec des traumatismes parfois historiques, parfois non. Euh, Puis ensuite, il y a les facteurs de risque qui sont liés aux conditions de vie et à la précarité. Donc ça peut être le fait d'avoir une difficulté à accéder à un logement, à un emploi, à des ressources de base. Donc ça peut déclencher du stress, de l'insécurité et donc parfois de la détresse et des idées suicidaires. De l'instabilité financière aussi, qui peut accentuer la perte de contrôle sur la vie et les choix possibles. Ça peut être aussi l'éloignement géographique contraint. Donc, puis ça, c'était quand même intéressant en rencontrant une femme autochtone qui travaille dans un organisation autochtone et qui est elle-même autochtone, me disait que parfois c'est contraint parce que la personne ne veut pas forcément partir du territoire, mais il n'y a plus de place dans le logement. Donc là, elle se retrouve à devoir partir et à être contrainte de partir. Puis ça peut causer de la détresse, ça peut causer un isolement, ça peut causer une rupture dans les liens communautaires. Puis aussi, la présence d'armes à feu dans l'environnement, ça c'est quand même un enjeu, puisque ben, souvent lié aux pratiques de chasse, puisque ça peut augmenter le risque en cas de détresse. Parce qu'évidemment, si on a accès à son moyen plus facilement, ça peut déclencher, ben, aggraver le facteur de risque par rapport à ça. Pour ce qui est... Ah, j'arrive pas à changer la... Pour ce qui est du deuxième volet, ce serait plus les signes de détresse. Donc, souvent, nous, on parle beaucoup de signes de détresse. Qu'est-ce qui est visible ou moins visible, qui permet d'indiquer qu'une personne a possiblement des idées suicidaires. Ben, dans le cadre d'un homme autochtone, ça peut être le mésusage de substances, une personne qui consomme soit de manière inhabituelle, donc un changement dans sa consommation, mais aussi utiliser des substances pour d'autres raisons. Euh, qu'habituel. Des comportements agressifs ou autodestructeurs également, de l'isolement affectif ou émotionnel, de l'isolement social, un arrêt des traitements en cours, l'augmentation de la consommation. Tout ça, on peut le voir pour les hommes autochtones, on peut aussi le voir pour des hommes qui ne sont pas autochtones, évidemment, mais c'est peut-être des choses qui ressortent dans les signes de détresse par rapport aux hommes autochtones. Pour les événements vulnérabilisants, ben, ça peut être la séparation ou l'éloignement de sa communauté. Puis encore là, c'est personnel à l'histoire de la personne parce que ça se peut que ce soit, ça peut aussi être un facteur de protection de s'éloigner. Ça peut être, c'est assez personnel. Ça peut être une rupture amoureuse, rupture relationnelle. Ça peut être également une expérience de stigmatisation, de racisme. Donc, si la personne vit beaucoup de racisme, je ne sais pas, en quittant sa communauté, un homme va vivre beaucoup de racisme, mais c'est sûr que ça peut accentuer une détresse et possiblement donc des idées suicidaires par la suite. Pour ce qui est de l'empathie et l'écoute active, qui est le volet plus, c'est quoi quelles seraient les meilleures pratiques pour rejoindre une personne, donc un homme autochtone, et l'inviter à parler et à demander de l'aide? Ben déjà, ça, vous allez le retrouver partout dans toutes les fiches, donc la normalisation de la demande d'aide et soutenir l'autonomie et la dignité de la personne.
Donc ça, c'est quand même important. Puis après, pour ce qui est plus précis ou spécifique aux hommes autochtones, ben, ce serait d'avoir une compréhension authentique des réalités autochtones enracinées dans l'histoire. Donc d'avoir connaissance de c'est quoi l'histoire des personnes autochtones, le fait qu'il y a différentes communautés aussi autochtones, de pas imaginer qu'il y en a, que c'est une grande entité. Aussi respecter les visions variées des différentes communautés autochtones de la vie et de la guérison. Donc, ce serait quoi leur approche? Y a-t-il des moyens qui sont plus adaptés aussi à leur vision du monde ou à des visions variées du monde? Également, favoriser une approche interculturelle et sensible au traumatisme. Ça, c'est quand même important étant donné justement ce que je disais, les facteurs de risque liés au traumatisme historique. Aussi, prendre conscience de sa posture lorsqu'on est une personne intervenante alloctone. Ça se peut, je le disais tantôt, qu'une personne ait de la méfiance envers une personne alloctone. Ça se peut aussi que la personne préfère parler à une personne alloctone plutôt qu'une personne autochtone, parce que souvent, il y a la peur aussi que les choses se sortent du bureau et se disent, donc notamment dans une communauté qui va être, par exemple, plus petite, où tout le monde se connaît. Donc, il y a un peu cette idée-là aussi. Donc, ça peut être à la fois ça, ça peut être l'inverse aussi, ça peut être rassurant pour une personne, que ce soit une personne alloctone, mais de prendre conscience en tant qu'intervenant de sa posture, de qu'est-ce qu'on représente, je pense que c'est quand même important, notamment pour intervenir auprès des hommes autochtones. Respecter les approches traditionnelles et les rendre accessibles. Ça, c'est donc, ça va avec le fait d'avoir connaissance des visions variées, puis d'aller demander à la personne ce serait quoi la meilleure approche pour elle, puis aussi d'essayer de les rendre le plus accessibles possible. Donc ça peut être des cercles de guérison, c'est assez varié. Ça peut être, c'est ça, des cérémonies aussi adaptées donc aux croyances de la personne. Donc d'avoir cette sensibilité-là, c'est important. Puis aussi, et ça je l'avais nommé tantôt, de reconnaître la diversité au sein des communautés autochtones. Donc pas homogénéiser les besoins et les attentes des individus. Chaque individu a donc un rapport à sa culture aussi. Donc c'est aussi de ne pas prétendre qu'on sait pour la personne. Donc ça fait partie de quelques petites pistes par rapport aux meilleures pratiques pour rendre accessibles aussi vos services, vos interventions. Il y a aussi le fait donc ça c'est plus par rapport à inviter à utiliser les ressources. Il y a le fait, puis ça va dans la continuité de comment développer son empathie par rapport à un homme qui serait par exemple autochtone. Ben, c'est de tenir compte de la méfiance légitime envers les services occidentaux. Donc peut-être qu'une personne est moins à l'aise de venir dans votre bureau pour plein de raisons, parce que ça lui rappelle certaines choses passées, donc liées à la colonisation par exemple. Ça peut être de soutenir l'autodétermination en privilégiant l'absence de jugement, mais ça c'est évidemment pour tout le monde. Puis également d'offrir des moyens d'intervention adaptés. Donc ça, c'est peut-être un point important. Comment offrir des contextes moins formels, être flexible dans les horaires, peut-être offrir du soutien entre pairs, d'avoir cette posture-là. Également d'utiliser des traducteurs ou des traductrices, des intervenants, intervenantes culturelles pour favoriser la compréhension et renforcer le lien de confiance. Donc ça, c'est quand même important d'avoir peut-être, si vous avez accès à des personnes qui parlent euh, une langue parlée par cet homme, ben, d'essayer de rendre accessible le plus possible, parce que le langage est quand même une partie importante dans la compréhension. Collaborer aussi avec des organismes autochtones ou des équipes composées de professionnels autochtones. Donc, si dans votre équipe, vous n'avez pas des personnes autochtones, mais qu'il y a un enjeu qui se présente, il y a un homme autochtone qui vient dans votre organisme et qui a besoin d'une certaine approche et que vous n'avez pas, ben déjà de reconnaître que vous n'avez pas cette connaissance-là peut-être, puis après d'aller vers des organismes autochtones ou des professionnels autochtones. Puis évidemment, d'offrir une approche holistique, donc qui prend en compte la connexion à la nature, la spiritualité, aux traditions. Puis encore là, c'est selon ce que la personne, c'est quoi le rapport de la personne à sa spiritualité, aux traditions. Il ne faut pas présumer que parce que vous avez lu des livres sur l'histoire des personnes autochtones ou de telle communauté, que la personne a la même vision ou elle a le même rapport émotionnel à sa communauté. Fait que c'est aussi de garder ça en tête. Puis, pour ce qui est du plan de sécurité pour un homme autochtone, ben, évidemment, ça, on le retrouve dans tous les plans de sécurité. Renforcer les éléments protecteurs nommés par la personne, réduire ou éliminer les éléments de dangerosité nommés par la personne. En l'occurrence, je disais, par exemple, les fusils de chasse, peut-être qu'ils peuvent être, qui peuvent précipiter un passage à l'acte, ben, de vérifier est-ce que la personne peut le mettre ailleurs. C'est quand même important. Favoriser le lien à la communauté, à la culture et au territoire. Puis ça encore, ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui veulent aussi partir de leur communauté pour différentes raisons. Donc, d'avoir
d'avoir cette sensibilité-là. Je sais qu'il y a aussi maintenant il y a des hommes autochtones qui vont venir pour avoir des soins de santé qui n'arrivent pas à retourner, donc voir s'il y a des moyens aussi si c'est ce que la personne veut, d'aller en ce sens-là, trouver des fonds pour que la personne puisse retourner dans sa communauté, si c'est ça qu'elle désire. Évidemment, donner accès à des soins adaptés, culturellement sécurisants et respectueux. Donc, ça va avec l'idée d'avoir conscience aussi du bagage historique, culturel dans lequel on navigue tous en ce moment, donc Montréal, Totiaké. Reconnaître les traumatismes causés par la colonisation. Puis ça encore, c'est aussi ne pas présumer parce que ça se peut qu'une personne, un homme, c'est ça qui déclenche la détresse, ça se peut que ce soit autre chose aussi. Fait que d'avoir ça en tête, mais de ne pas le présumer non plus. Accompagner dans la résolution de la douleur et des blessures vécues également, et permettre l'accès aux pratiques traditionnelles de guérison et de résilience. Ça, c'est un peu qu'est-ce que je nommais tantôt par rapport à des moyens plus accessibles, rendre accessibles certaines approches que peut-être on n'a pas le réflexe d'avoir, donc cercle de parole, cérémonie. Puis aussi, le dernier point qui est quand même important, puis que je pense que j'ai quand même mis l'emphase un peu là-dessus, c'est de reconnaître l'unicité de chaque personne. Donc, chaque homme autochtone a un rapport différent à sa communauté, à ses traditions. Puis, il faut aller vérifier si c'est ça qui cause de la détresse, qu'est-ce qui cause de la détresse à l'intérieur de ces enjeux-là. Puis sinon, ben là, c'est la fin pour la première fiche. Donc, je suis un peu dans les temps, c'est bien. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter. Puis moi, je pourrais revenir pendant la période de questions. Là, j'ai mis quelques ressources. Je sais que Pierre va vous envoyer le PowerPoint demain, sûrement, ou dans la semaine à venir. Là, c'est plus pour vous dire déjà qu'il y a une ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être qui est spécifique aux personnes autochtones. Donc, il y a le numéro juste au-dessus. Des fois, ça peut être une bonne chose. C'est sûr que nous, au CPSM, on est ouvert à répondre à tout le monde, mais par rapport à la barrière de la langue, ça peut être quelque chose. Puis aussi des organisations autochtones vers qui vous pouvez aller si jamais vous avez besoin. Aussi des références culturelles. Moi, je vous conseille d'aller aussi. Là, je l'ai pas mis, mais il y a l'index aussi également qui est un outil de recherche, donc avec tous les organismes autochtones. C'est comme un glossaire un peu spécifique aux organisations autochtones et aux ressources autochtones, puis aussi des hébergements. Donc voilà pour les hommes autochtones. Et puis là, on va passer donc à la prochaine fiche qui, vous allez voir, est construite un peu pareil. Donc c'est ça. Donc ah non, les hommes judiciarisés. Donc pour les hommes judiciarisés, quels seraient les facteurs de risque sur lesquels être vigilant? Dans le fond, il y a les facteurs de risque psychologiques et identitaires, à savoir que bon, un homme judiciarisé peut internaliser beaucoup de honte et de culpabilité. Donc souvent, ça peut être un facteur de risque. Ça peut être le sentiment de culpabilité, d'avoir un discours négatif sur soi. Aussi de l'étiquetage social. Donc, par exemple, quelqu'un qui se fait beaucoup dire que c'est un criminel, ben, peut-être que ça va affecter l'estime de soi. Puis des fois aussi, il va internaliser ce discours-là par rapport à lui-même. Donc, ça peut être des choses qui causent un risque par rapport à la détresse suicidaire et aux idées suicidaires et à la détresse psychologique tout court. Il y a aussi le stress post-traumatique carcéral qui augmente l'anxiété, la vigilance, le trouble du sommeil, qui altère le rapport au temps. Donc, un homme qui va être judiciarisé, qui peut-être est allé en milieu carcéral pendant un certain temps, ben, ça se peut que quand il sort de là, ben, il soit un peu confus parce que le rapport au temps est différent. Donc, c'est aussi des adaptations. Puis aussi, ça peut être une perte de sens qui est liée à l'enfermement ou à la durée de la peine. Donc, une personne peut avoir une estime moindre. Il peut aussi, c'est ça, perdre un peu, avoir une perte de sens par rapport à ses projets de vie. Qu'est-ce que je fais après l'incarcération? Puis là, quand je dis homme judiciarisé, c'est pas forcément que des hommes qui ont été incarcérés. Ça peut être un homme qui est en cours de procès. Ça peut être un homme qui a une sentence, mais qui n'est pas carcéral. Donc, c'est très large aussi, homme judiciarisé. Pour ce qui est des facteurs plus sociaux et relationnels, ben, ça va être l'isolement social, parfois un rejet par l'entourage et par la société, en fait, qui amène à la stigmatisation. Là, par exemple, dans la stigmatisation, les choses auxquelles je pense, puis qui sont sorties dans des discussions avec des organismes
plus qui œuvrent auprès des personnes judiciarisées, ben, c'est l'historique judiciaire. Donc, si après un temps en milieu carcéral, un homme veut peut-être avoir un emploi, ben, ça va peut-être plus difficile. Donc, ça va peut-être causer de la détresse. Il y a plusieurs aussi embauches qui se font pas, entrevues qui se passent pas comme eux aimeraient que ce soit passé. Ben, c'est sûr que l'historique judiciaire peut bloquer certaines choses. Aussi des changements dans les relations. Ben ça peut être, mettons, quelqu'un qui est incarcéré, puis qui a je sais pas, a une relation amoureuse, puis là, la relation s'arrête. Mais peut-être c'était son seul rapport à l'extérieur. Donc ça peut causer de la détresse également. La famille qui s'éloigne aussi, ça se peut. Des fois, ça arrive que ce soit l'inverse, que la famille soit très soutenante aussi, là, mais ça arrive aussi, ça peut être un facteur de risque aussi. Puis également un manque de soutien et d'accompagnement. Donc là, je parle autant d'avoir des sentiments d'échec, comme je dis, par rapport à l'emploi ou la difficulté de se réinsérer. Puis il faut savoir aussi par rapport aux facteurs de risques sociaux, c'est que des fois, ça arrive que, puis ça, c'est en discutant avec une intervenante que moi, j'ai appris un peu plus ça, que des fois, ça arrive que un homme puisse sortir, mais avec certaines balises. Donc, par exemple, si un homme est incarcéré, il peut sortir, mais par contre, il ne faut pas qu'il fréquente le même réseau de personnes. Fait que là, c'est comme comment refaire tout son réseau. Puis des fois, ça peut amener beaucoup d'isolement. Donc ça, c'est un des enjeux aussi qui peut être présent et qui est un facteur de risque quand même auquel à garder en tête. Puis pour ce qui est des contextuels et économiques, ben, les facteurs de risque contextuels et économiques, ben, il y a les changements dans la situation de vie, donc une perte d'emploi, la précarité, avoir un logement instable, aussi l'attente qui peut être anxiogène. Par exemple, avoir un procès qui est en cours, avoir une libération, justement, comme je disais, conditionnelle, ou avoir des procédures judiciaires, ça peut être anxiogène aussi. Puis dépendant aussi comment, ben là, je fais le pont avec mais aussi le social, ben, dépendant si on est entouré ou non, ça peut jouer et causer de la détresse. Puis aussi, des fois, la mobilité spatiale qui peut être réduite. Donc, des fois, ça arrive qu'il y ait une contrainte géographique qui limite les possibilités de réorientation ou de lien social. Donc, si une personne ne peut pas sortir de la ville, par exemple, ben, ça va peut-être causer de la détresse parce que peut-être qu'il y a un projet, un rêve qui est ailleurs. Donc, ça peut être des choses auxquelles faites attention. Pour ce qui est, donc j'espère que tout le monde va bien. Pour ce qui est des signes de détresse. Ben, vous voyez là, les signes de détresse, ça ressemble un peu quand même à des signes de détresse aussi qu'on peut voir aussi qu'on a vu dans notre fiche avec les hommes autochtones. Ben, ça peut être, ça, c'est souvent des choses qui reviennent quand même dans des changements dans les comportements, l'isolement social. Là, un discours dévalorisant, puis peut-être que c'est peut-être là l'aspect pas spécifique, mais quand même présent chez un homme judiciarisé, donc de se dévaloriser beaucoup en lien avec la stigmatisation, l'exclusion que peut amener une judiciarisation. Euh, la perte de sens également par rapport au projet. Mettons qu'un homme soit incarcéré pendant un certain temps, sortir, ça va être euh, remuant à plein d'égards, puis de retrouver un projet aussi de vie peut-être des fois. La consommation de substances, parfois l'apparition ou l'aggravation de troubles psychologiques. Donc là, tout à l'heure, je parlais de stress post-traumatique carcéral, ben, ça peut rentrer là-dedans. Et puis également une manque de projection dans l'avenir. Puis pour ce qui est des événements qui peuvent être vulnérabilisants pour un homme judiciarisé, ça peut être les attentes d'un procès, d'un jugement, la difficulté d'accès à un emploi ou d'un logement dû à la stigmatisation, la difficulté de socialiser aussi, donc comme je disais, de soit re-socialiser avec les mêmes personnes qui peut-être ont continué, et ont pas ont été soutenantes ou non, puis aussi de recréer parfois un cercle social au complet. Donc ça peut être des événements vulnérabilisants. Pour ce qui est des meilleures pratiques pour rejoindre les hommes judiciarisés, pour les écouter, les inviter à demander de l'aide, ben, déjà, comme pour tout le monde, là, de créer un espace qui n'est pas jugeant, mais c'est sûr de faire attention aussi au vocabulaire utilisé donc, par rapport à la judiciarisation. Euh, Écouter, bah, et au-delà du comportement, donc chercher les causes profondes de la judiciarisation, ne pas réduire un homme au fait qu'il a été judiciarisé, essayer de s'attarder aussi à d'autres choses, à ses projets, à ses rêves. Donc ça peut être un angle aussi, donc au-delà du comportement, puis pas c'est sûr d'avoir une posture le plus possible neutre par rapport à à l'acte qui a été posé et pourquoi il a été judiciarisé. Valoriser les forces, les efforts de changement, la complexité de chaque trajectoire individuelle. Donc, c'est vraiment aussi de mettre l'emphase sur c'est quoi les compétences de la personne, c'est quoi
qu'est-ce que vous voyez aussi dans ces efforts. Puis de valoriser l'effort, c'est important quand même parce que ça fait du pont avec ce que je disais par rapport au discours. Parfois, il y a l'estime de soi qui peut être moindre due à la judiciarisation. Évidemment, éviter les attitudes moralisatrices ou punitives. Ça, c'est pour tout le monde, mais c'est sûr c'est important de le renforcer avec un homme judiciarisé. Donc, pas reproduire peut-être ce qu'il a vécu pendant l'incarcération. Puis, travailler en collaboration avec la personne, donc en responsabilisant sans culpabiliser. Donc, ça va aussi avec écouter au-delà du comportement de la personne. Dans le fond, ça va beaucoup avec valoriser aussi chaque action qui est vécue comme un succès, puis ça va valoriser les forces, vraiment aller vers là dans dans l'accueil de la personne, mais aussi dans l'intervention que vous feriez aussi. Puis, pour ce qui est dans la continuité de les meilleures pratiques pour les inviter à rejoindre les ressources, mais c'est sûr que d'essayer de réduire les barrières d'accès aux services, donc ça va aussi un peu avec des horaires qui sont plus flexibles, l'accessibilité, parfois se déplacer. Mettons si la personne, elle a justement, euh, elle a certaines contraintes parce qu'elle a une libération conditionnelle, ben, ça peut être aussi de s'adapter à ces enjeux-là. Donc évidemment, d'offrir un accompagnement qui est individualisé, adapté au rythme de la personne. Euh, c'est beaucoup petit pas par petit pas, parce que là, s'il y a, mettons qu'il y ait plusieurs emplois qui n'ont pas été, entrevues qui ont été faits, que la personne voit comme un échec, ben, c'est sûr va falloir aller à petit pas par petit pas pour permettre de redonner de la confiance à la personne. Évidemment, favoriser un climat de confiance, donc être transparent, constant, confidentiel le plus possible. Des fois, l'enjeu qu'il peut y avoir pour un intervenant, c'est que ce soit dans le cas d'une personne, d'un homme judiciarisé, c'est peut-être que la personne voit l'intervenant aussi comme quelqu'un qui va punir, qui va sanctionner. Donc, d'essayer d'être transparent le plus possible. Moi, on me demande ça. Donc, j'ai besoin d'avoir cette information pour telle raison, d'essayer d'être le plus transparent possible avec la personne avec qui vous intervenez. Aussi, travailler sur les impacts dans l'enfermement. Qu'est-ce que ça a causé ou non chez l'homme en question. Donc, par rapport à l'autonomie, par rapport à la gestion des émotions, par rapport à la socialisation, ça peut être un point à travailler avec la personne, puis en lien aussi avec des idées suicidaires. Est-ce que c'est ça qui cause des idées suicidaires aussi? Évidemment, impliquer des intervenants qui ont une expérience vécue ou de proximité. Des fois, ça peut être aidant d'avoir des intervenants aussi qui ont une expérience proche. Puis donc, beaucoup dans l'idée d'approche par les pairs, père aidance, tout ça. Évidemment, adopter une approche motivationnelle. Donc ça, c'est pour redonner de l'espoir, puisque je disais faire des changements, mais petit pas par petit pas aussi, puis de motiver à travers ça. Donc être aussi dans l'action. Voilà. Être attentif au vocabulaire utilisé. C'est ce que je disais par rapport à tantôt, de ne pas utiliser des termes péjoratifs par rapport à l'incarcération ou par rapport à la judiciarisation. Offrir des ressources variées. Ça peut être du soutien individuel, des groupes de parole, de l'accompagnement communautaire, peut-être des groupes entre personnes judiciarisées, donc d'avoir cette créativité-là dans son approche, puis de respecter le rythme de la personne tout en maintenant un engagement actif parce que, mettons que un homme est incarcéré, puis là, il vous nomme qu'il a plus de repères, ben, c'est sûr que c'est important quand même d'avoir une direction, puis ça peut être l'intervenant qui aussi amène une certaine directivité qui reste bienveillante, là. Donc ça peut être quelque chose. Puis, pour ce qui est du plan de sécurité, donc vous voyez, il y a encore renforcé les éléments protecteurs nommés par la personne. Donc, qu'est-ce qui fait que la personne, ben, dans le fond, elle a encore envie ou qu'est-ce qui la maintient, qu'est-ce qui la protège d'un passage à l'acte? Mais aussi réduire ou éliminer les éléments de dangerosité nommés par la personne. Ça, c'est souvent le moyen, c'est important de l'éloigner. Identifier les moments critiques, ça peut être intéressant avec un homme judiciarisé. Par exemple, est-ce qu'il y a un passage à la cour? Est-ce qu'il y a des rencontres familiales qui vont se faire dans le futur? Ou une entrevue d'embauche que si ça marche pas, ben, pour la personne, ben, ça va causer de la détresse, ça va augmenter peut-être les idées suicidaires et la perte de contrôle sur les idées suicidaires. Donc ça, c'est important de peut-être d'aller identifier les moments critiques pour la personne. Évidemment, mettre en place un plan avec des objectifs réalisables. Puis là, c'est important le mot réalisable parce que il faut favoriser un sentiment de réussite et hausser l'estime de soi. Donc, d'aller avec des petits objectifs qui vont pouvoir être réalisables. Donc, peut-être pas aller je ne sais pas s'il y a un procès en cours
dans le fait que le procès va être positif et que tout va être réglé après. Non, c'est peut-être d'aller dans des petits pas, de juste se faire à manger des fois. Reprendre le fait d'avoir un rythme, une routine de vie. Bon, l'accès à un logement stable et sécuritaire, souvent, ça, c'est si une personne a été incarcérée, après l'incarcération, d'accompagner aussi dans le fait d'avoir un logement stable et sécuritaire, c'est quand même important. Intégrer dans des intégrations dans des programmes de réinsertion sociale ou professionnelle, donc permettre d'avoir accès à des programmes de réinsertion sociale et professionnelle. Aussi, favoriser la participation à des groupes de soutien ou de responsabilisation pour que la personne puisse se déposer, mais aussi se responsabiliser, puis découvrir des outils aussi, donc divers et variés. Avoir accès à des services de santé mentale et de dépendance adaptés, si jamais c'est le cas que la personne a, par exemple, des enjeux de consommation également. Puis évidemment, et ça c'est quand même une chose importante, d'amener la personne à développer une identité hors du système judiciaire. Donc que la personne sente qu'elle a un sentiment d'utilité, de contribution. Puis ça peut se faire par le bénévolat, ça peut faire par remettre au centre son rôle parental. Donc ça peut être de plein de manières différentes. Mais d'avoir aussi des... Parce qu'une personne, mettons, un homme judiciarisé ou incarcéré, que peut-être sa famille s'est éloignée, ben, l'estime de soi a baissé, ben, c'est de travailler sur qu'est-ce que tu es en dehors du fait que tu as été incarcéré aussi dans le passé. Puis des fois, je sais que ça, c'était un enjeu qui ressortait beaucoup aussi, c'est l'acceptation de la judiciarisation parfois ou de l'incarcération. Ça peut être dur aussi. Puis aussi pour construire des liens sociaux avec des personnes. Ça arrive que la personne se sente obligée de cacher des informations. Puis c'est aussi d'aller travailler aussi avec ça, par rapport à ça aussi, parce que des fois, c'est ça qui peut causer de la détresse. Le fait de sentir que chaque nouvelle relation sociale euh, doit se faire soit autour de son incarcération, de sa judiciarisation, ou même des fois, la personne veut en parler, mais n'en parle pas parce qu'elle a peur que ça provoque une réaction justement de stigmatisation. Fait que d'avoir ça en tête aussi. Puis, pour les ressources, là, il y en a quelques-unes. Donc, il y a la Société John Howard. Donc, c'est des intervenants avec qui je suis allée parler justement pour cette fiche-là. Puis, il y a aussi d'autres ressources qui sont juste ici, que je vous invite à consulter également si vous n'êtes pas familier avec. Fait qu'on est dans les temps, il est 32, puis je vais passer à la dernière fiche. On va prendre une petite respiration. Ouh. Euh, Et la dernière fiche, c'est non des moindres, les hommes des forces de l'ordre. Et je dis non des moindres parce que les trois fiches quand même ont été faites aussi parce qu'il y a quand même des chiffres assez grands pour les hommes des forces de l'ordre, les hommes autochtones et même les hommes judiciarisés en termes de détresse suicidaire, de tentatives de suicide aussi. Fait que c'est quand même trois fiches qui ont été faites aussi pour ces raisons-là. On va commencer donc avec les hommes des forces de l'ordre. Et quand je dis hommes des forces de l'ordre, ça comprend, c'est assez large. C'est sûr que moi, j'ai rencontré, puis mon collègue aussi a rencontré, plus, moi, j'ai rencontré un aumônier, quelqu'un d'un psychologue en milieu policier. Donc, c'est assez large. Il y a aussi les anciens combattants qui sont concernés quand je dis force de l'ordre, juste pour préciser. Donc, quels sont les facteurs de risque sur lesquels être vigilant par rapport à la prévention du suicide ou à la détresse suicidaire pour les hommes des forces de l'ordre? Ben, déjà, il y a les facteurs de risque individuels, donc personnels, comme l'isolement social et affectif. Ça, c'est quelque chose qui ressortait, donc la rupture, l'éloignement familial. Là, je pense à quelqu'un justement, avec la discussion avec l'aumônier, des fois, ça peut être un enjeu parce que la personne va beaucoup travailler, puis là, il y a mettons quelqu'un qui est sur une base militaire tout le temps, qui a une relation amoureuse, puis la relation se termine, c'est peut-être son seul lien avec l'extérieur. Donc là, ça va provoquer de la détresse aussi et de la solitude et de l'isolement. Également, l'usage de substances, cannabis, alcool, dopage, stéroïdes. Puis le dopage est quand même présent dans certains milieux dans les forces de l'ordre. Donc c'est sûr que ça peut être un enjeu aussi qui soit augmente la détresse, soit est un signe qu'il y a une détresse. Aussi, bon, les expériences de vie antérieure difficiles, ça c'est pour tout le monde, évidemment, donc des traumatismes passés, non résolus parfois. Ainsi, un sentiment d'échec ou de perte de contrôle, comme je le disais par rapport à la rupture amoureuse, mais aussi des changements dans l'avancée prévue dans la carrière. Ça, c'est un gros enjeu
pour ce milieu qui parfois peut être, ben, ces milieux en fait qui peuvent être parfois très dans la performance, donc aussi dans la volonté d'avoir une carrière qui va donc avec un plan de carrière un peu, puis là ce plan pour plein de raisons peut être changé. Je sais pas moi, ça peut être une blessure qui a été causée, puis on peut plus imaginer atteindre un grade qu'on voudrait atteindre. Donc ça peut causer de la détresse et un sentiment d'échec beaucoup. Il y a également l'anxiété, la dépression, l'insomnie qui rentrent en ligne de compte dans les facteurs de risque individuels, les dépendances aussi, donc alimentaire, jeux, consommation de substances. Fait que ça, c'est plein de facteurs de risque personnels. Puis pour ce qui est plus, qui est beaucoup dans la spécificité par rapport aux forces de l'ordre, donc ce serait les facteurs de risque organisationnels. Donc là, on retrouve dans cette catégorie d'avoir des horaires atypiques et rotatifs. Pas mal dans tous les métiers que des forces de l'ordre, les horaires sont quand même atypiques et changent souvent. Donc là, ça perturbe la vie familiale, ça perturbe le cycle de sommeil, donc ça peut mener à de l'insomnie, ça peut mener à de l'anxiété aussi, à de la fatigue. Également, dans le facteur de risque organisationnel, ben, il y a la culture militaire qui est basée quand même sur de la force, de la discipline, parfois un certain silence émotionnel. Également des fois une certaine masculinité traditionnelle. Mettons, un homme peut se voir comme pourvoyeur et pilier de la famille. Donc, le fait de peut-être aller moins bien, ben, ça va, ou même de vouloir faire une pause de travail, ben, des fois, peut-être la personne ne va pas s'autoriser à faire une pause de travail, même si elle est fatiguée, parce que elle se voit, donc il y a à la fois la culture militaire, mais aussi la masculinité traditionnelle qui rentre en ligne de compte. Puis là, c'est très intersectionnel, du coup. Il y a aussi la pression de la performance et la valorisation de la réussite professionnelle dans ces milieux. Donc ça peut amener une dépendance au travail, une difficulté à se reposer, parfois une compétitivité, que ce soit avec les autres ou avec soi-même, justement, comme je disais, dans le sentiment d'échec qui peut avoir lieu à un changement dans la carrière. Ça peut être quelque chose quand même présent. Aussi des troubles du stress post-traumatique, parce qu'il faut savoir quand même que c'est des métiers où on est surexposé à la violence, ça peut déclencher donc des PTSD, et ça amène aussi de l'hypervigilance, des troubles du sommeil, des symptômes parfois d'évitement. Puis là, donc parfois, symptômes d'évitement, ça peut être de la consommation, par exemple. Ça peut être également des changements d'humeur. Donc c'est assez présent dans ces milieux. Ça peut aussi être des blessures physiques liées au travail. Donc quelqu'un qui a une blessure au travail ou qui a des douleurs chroniques ou qui a des blessures corporelles et qui, du coup, ça impacte justement sa vision par rapport à sa carrière, sa performativité, ben, c'est sûr que ça peut créer de la détresse psychologique aussi et parfois donc des idées suicidaires. Puis il y a aussi un terme qui est utilisé qui s'appelle la blessure de stress opérationnelle. Puis ça, c'est l'accumulation d'événements stressants au travail. C'est vraiment un terme spécifique pour l'accumulation d'événements stressants au travail. Puis ça peut être un enjeu dans ces milieux-là, donc dans les forces de l'ordre, parce que il y a beaucoup de stress, de charge de travail, de changement d'horaire, puis des fois d'événements très stressants. Donc ça peut être quelque chose qui rentre dans des facteurs de risque organisationnels. Puis évidemment, la proximité d'armes qui augmente le risque suicidaire et qui augmente la proximité avec un moyen pour passer à l'acte suicidaire. Donc ça, c'est quand même des enjeux présents. Pour ce qui est des signes de détresse, puis ça, c'était quand même intéressant parce que en parlant, mettons, avec certaines personnes, notamment l'aumônier, là, je vais faire référence à lui pas mal parce que c'était quand même une conversation très riche en apprentissage. Ben, il y a le fait que c'est que les signes de détresse, c'est les mêmes que pour tout le monde, évidemment. Des fois, il y a des petites particularités. Le seul, je dirais, avantage, entre guillemets, c'est que vu que c'est une culture très stricte ou très cadrée, euh, il me disait que c'était des fois plus facile à repérer certains signes de détresse. Là, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui change son comportement, qui arrive en retard, donc son hygiène change, ben, ça va peut-être être plus visible dans une culture très militaire parce que c'est très discipliné. Donc là, si la personne elle arrive en retard alors qu'elle n'arrivait pas du tout en retard, ben, ça va peut-être être plus visible que dans la vie quotidienne. Dans le sens que si j'ai une collègue qui arrive en retard au travail, ça peut et qui accumule donc plein de signes de détresse, ça va être moins visible que dans un cadre militaire, par exemple. Donc ça, c'était comme un avantage qui disait que des fois, c'était vraiment plus rapidement, ben, ou en tout cas, c'était visible des fois plus facilement à repérer.
ces signes de détresse. Donc, ce qui était nommé par rapport aux signes de détresse, ce serait l'agressivité envers soi ou les autres. Donc, des fois, ça va avec des changements de comportement. Personne qui est plus agressive, qui a plus de colère ou qui le montre plus. Également, donc l'isolement, le retrait, puis le changement de comportement, je vais rajouter, ça peut être l'absentéisme, ça peut être l'attitude, ça peut être la consommation, ça peut être l'hygiène. L'isolement, le retrait, ça peut être notamment dû à des idées suicidaires, une personne qui va moins bien, notamment dans ce cadre-là. Un homme, par exemple policier, ben, il va peut-être pas dire qu'il va pas bien parce que il a peur d'avoir des répercussions sur sa carrière, il a peur du jugement de sa famille, de ses collègues. Puis ça, c'est vraiment une peur qu'il y a dans le milieu de parler parce qu'il y a une peur vraiment que les choses soient pas confidentielles et que ça impacte la carrière. Vraiment, cette peur-là, elle est quand même présente. Puis aussi, ça peut être des messages verbaux directs. C'est ce que je comprenais, c'est que, ben, justement, en discutant là encore avec l'aumônier, c'est que des fois, ça arrive pas mal que ce soit très direct dans certains messages. Donc, je vais me tuer, je vais mourir, mais très direct, c'est ça. Puis pour ce qui est des événements vulnérabilisants, ben, comme je disais tantôt, ça peut être une rupture amoureuse, la séparation avec la famille. Ça peut être une exposition à un événement traumatisant. Aussi, pour les personnes, les anciens combattants ou quelqu'un qui est en retraite, en congé maladie, ça peut être les enjeux qui sont reliés au retour à la vie civile. Parce que c'est quand même une certaine manière de fonctionner. Donc, comme je disais, très parfois par exemple, militaire ou discipliné, ben, ça peut arriver qu'il y ait des enjeux. Puis aussi un sentiment d'échec si jamais, par exemple, c'est une douleur, une blessure qui permet plus de continuer le travail qu'on voudrait faire ou la carrière qu'on voulait faire. Aussi, des sanctions disciplinaires ou la suspension des fonctions, ben ça, c'est sûr que ça va jouer sur l'estime de soi. Donc, ça peut provoquer de la détresse psychologique. Puis, des blessures qui impactent la performance au travail. Donc, ça va avec aussi les enjeux reliés au retour à la vie civile. Pour ce qui est de comment, disons, les rejoindre ou c'est quoi les meilleures pratiques. Donc, évidemment, il y a les mêmes choses que tantôt, mais aussi démystifier la demande d'aide parce que c'est vraiment dans ces milieux-là, c'est très ça tend à changer là évidemment, de plus en plus de sensibilisations qui sont faites, justement des psychologues qui sont des programmes qui sont accessibles, mais ça reste qu'il y a un mythe autour de la demande d'aide qui est que ça va avoir des répercussions sur la carrière. Fait que ça, c'est sûr que c'est d'aller travailler avec le fait de démystifier le fait de demander de l'aide. Aussi, essayer de rencontrer dans des contextes informels. Puis ça peut être au cours d'un entraînement, au cours d'un repas, approcher peut-être la personne autrement que ce qu'on le ferait d'habitude, ne pas attendre que la personne vienne nous voir, mais aller vers elle si on remarque qu'il y a des signes de détresse, mais d'aller vers elle, puis dans des contextes qui sont peut-être plus informels. Je sais pas, des fois ça peut être d'aller un peu plus tôt à l'entraînement, de faire venir la personne, de s'entraîner avec, de partager le repas du midi avec la personne, donc d'aller dans des choses plus créatives, entre guillemets. Aussi, souligner la confidentialité des échanges, puis ça va avec démystifier la demande d'aide. Donc, bien rappeler que les échanges sont confidentiels, que ça ne va pas avoir de répercussions sur la carrière. Donc, créer un lien de confiance. Puis c'est beaucoup aussi de respecter la culture professionnelle. On n'est pas là pour émettre un jugement sur qu'est-ce qu'on pense de cette culture professionnelle qui parfois est basée sur la performance ou qui peut être stressante. On est là pour accueillir la personne aussi, donc de respecter les codes, la culture professionnelle. Également informer des ressources existantes. Puis ça, c'était un point qui ressortait beaucoup, qu'il y a un grand manque de connaissances des services, donc qui freine la demande d'aide, en plus de la peur des répercussions sur la carrière, c'est aussi qu'il y a un manque de connaissances par rapport aux services. Puis pour continuer avec un peu les meilleures pratiques, ben évidemment, il y aurait l'idée de respecter leur rythme et leur méfiance, de rassurer sur les impacts professionnels. Puis là, ça revient avec démystifier la demande d'aide, non-jugement, confidentialité. Favoriser la paire aidante, ça c'est quand même un point important, donc que ce soit par des collègues ou des anciens policiers, des anciens militaires, donc permettre des réseaux là de connexion, donc peut-être quelqu'un qui a eu des idées suicidaires dans le passé et qui peut en parler avec l'homme qui est en ce moment en détresse. Aussi proposer des actions concrètes immédiates, parce que ben, justement, ça va avec peut-être la culture professionnelle qui est beaucoup dans l'action, ben, d'essayer d'aller vers aussi, si la personne est intéressée, d'aller vers aussi vers ces pistes d'intervention, de proposer des actions plutôt concrètes, tangibles, je dirais. Aussi, créer un lien en allant vers eux plutôt que d'attendre une demande. Puis ça va avec l'idée d'essayer de rencontrer dans des contextes informels.
normaliser la vulnérabilité, la souffrance psychologique, puis faciliter le contact avec les professionnels, ça c'est quand même important. Donc, d'avoir des rendez-vous psychologiques, par exemple, qui peuvent s'adapter à des horaires de travail. Avoir en conscience cet aspect-là quand, mettons, là, il y a quelqu'un qui vient dans votre bureau, qui vous parle, qui est en détresse et qui est un homme policier, par exemple, ben, il faut quand même avoir en tête, ah ben, si je lui propose des services, il faut voir si ces services sont accessibles et sont flexibles. Parce que c'est quand même un enjeu, ben, comme je disais, les changements d'horaire. Donc, d'avoir soit de s'adapter soi-même à ah ben ça se peut qu'on se rencontre là tel jour et un autre moment, tel moment. Puis aussi l'accessibilité des services en termes de localisation aussi. Est-ce que je peux avoir un service ou le référer à un service qui est soit proche de son travail, soit proche de sa maison pour être sûr que l'homme va venir faire ses rencontres, même s'il y a plein de choses qui changent dans son planning ou dans son horaire. Donc, d'avoir quand même ça en tête. Puis pour ce qui est du plan de sécurité, ben, on a toujours renforcé les éléments de dangerosité comme à l'habitude. Je dis ça comme si je faisais ça tout le temps. Oui, quand même. Donc, vérifier, renforcer les liens avec les proches, les collègues, ça c'est quand même important aussi. Réduire, ben, éliminer les éléments de dangerosité, donc retrait des armes à feu si nécessaire. Parfois, réduire des missions qui peuvent être à haut stress si c'est ça qui vient causer de la détresse chez la personne, même si c'est temporaire, donc d'aller vers ce genre d'intervention. Donc, dans les actions concrètes et immédiates, c'est d'adapter les horaires ou les responsabilités selon l'état psychologique, permettre des congés ou des aménagements temporaires. Donc, c'est quand même important. Ça va aider peut-être à se focaliser aussi sur prendre soin de soi et puis avoir par exemple des ressources psychologiques. Encourager la paire aidance et l'utilisation des services. Donc ça, c'est important de favoriser la paire aidance, les liens entre collègues, faire connaître les différentes aides psychologiques et financières également. Puis évidemment, valider la souffrance. Donc éviter de minimiser la détresse. Puis ne pas exercer de pression sur les enjeux de performance ou de carrière. Donc ça se peut qu'un homme vienne nous voir et déjà, ça a été beaucoup de venir vous voir parce que peut-être qu'il y a toutes ces choses-là dont je parlais tantôt, donc par rapport au mythe que ça va avoir des répercussions sur la carrière. Donc, d'essayer de ne pas rentrer dans cette même réflexion-là que ça peut avoir, même si des fois, c'est vrai que ça peut l'avoir, tu sais, dans le sens que si une personne est suspendue de ses fonctions, ben, c'est sûr que ça va affecter son dossier, etc. Mais de peut-être pas rentrer dans de se focaliser sur la détresse plus que sur ces enjeux-là. Puis, pour finir, donc voici quelques ressources. Donc, Ancien combattant Canada, la Vigile aussi, qui est quand même un organisme très intéressant. Enfin, ils sont tous intéressants de toute façon. Vous allez avoir ces ressources-là de toute manière à la fin de, euh, de la présentation. Voilà. Puis, pour ce qui est de la présentation, moi, j'aurais fini et je suis vraiment contente parce qu'il est 47 et donc ça laisse quand même un petit peu de temps de questions. Donc, j'aimerais ça savoir s'il y a des gens qui ont des questions. Moi, j'ai aucun accès au chat en ce moment, mais je pense qu'il y a beaucoup de... Ok. Sinon, je peux te les adresser si tu veux. Oui, absolument. Je pense que c'est une bonne Merci idée. beaucoup pour cette belle présentation. Au-delà du respect du temps que qu'on vous était Ouais. alloué, c'était vraiment excellent, le contenu également Ouais. aussi. Donc, c'est une très belle présentation. Euh, S'il y a des personnes qui veulent lever la main, prendre le micro, donc pour adresser votre question à Sinan, ben, vous Mhm. pouvez le faire. On vous invite à le faire. Sinon, il y a quelques questions qui sont apparues ici là, dans ce que moi ce que j'appelle le clavardage. Donc, Gabriel qui demandait s'il y avait des outils ou des guides sur le langage non stigmatisant qui existaient pour les Mm. personnes judiciarisées. Ben, c'est une bonne question. Moi, je vais regarder ça. J'ai vu qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait proposé quelque chose. C'est sûr que c'est d'aller fouiller. Je pourrais regarder et t'envoyer, Pierre, si je trouve des choses. Là, comme ça, par rapport aux hommes judiciarisés, j'ai pas de... J'ai pas de ressources qui me viennent en tête, mais ça pourrait être intéressant, effectivement. C'est une bonne question. J'ai vu que Gabriel avait répondu, mais je vais regarder un petit peu de mon côté, puis je vais t'envoyer des choses, Pierre. C'est parfait. Cool. Il y a une autre question aussi, mais qui porte aussi sur l'intervention, l'accompagnement Mhm, auprès des hommes immigrants. mhm, Donc, s'il existe des ressources ou des stratégies d'accompagnement ou d'intervention pour les hommes immigrants, mhm. je te laisse répondre à cela. Oui, C'est ça. ben, c'est ça. Dans le fond, je pense que oui, effectivement. Je ne sais pas si la question a été posée pendant que je faisais la présentation sur les hommes autochtones. Il y a des enjeux qui peuvent être reliés. Après, c'est toujours la même question de
un homme immigrant, ben, il y a je pense qu'il y a une fiche, Pierre, si je ne me trompe pas, sur les hommes immigrants. Donc déjà d'aller voir la fiche du ROIM, mais aussi que c'est large. Donc des fois, c'est ça qui est complexe, c'est qu'un homme immigrant haïtien, c'est pas la même chose qu'un homme immigrant marocain. Donc évidemment qu'il faut garder toutes ces choses-là en tête de colonialisation parfois, de traumatisme parfois lié à la colonisation, de déplacement aussi forcé. Des fois non forcé ou avec les déceptions qui viennent quand on a un homme immigrant, peut-être un homme qui va venir je sais pas moi, du Maroc, puis qui va arriver ici, qui va être déçu de qu'est-ce qu'on lui a promis, ben, c'est sûr qu'il y a des enjeux qui sont présents. Peut-être la même chose qui peut être vécue aussi par un jeune adolescent autochtone qui vient faire ses études à Montréal parce qu'on l'a quand même poussé à le faire, puis finalement qui est déçu parce que il se sent coupé de sa culture. Donc c'est sûr qu'il y a plein d'enjeux qui se recoupent. C'est pour ça que l'intersectionnalité, c'est important. Puis aussi après de voir avec la personne c'est quoi son rapport. Il y a des hommes immigrants qui vont très bien vivre leur immigration. Il y a des hommes immigrants qui vont très mal le vivre. C'est sûr qu'il y a des enjeux qui se recoupent un peu. Puis mais je pourrais partager, là, j'ai vu avec le Sherpa, il y a des fiches sur Internet sur l'intervention auprès des hommes immigrants. Fait que je vais te partager le lien, Pierre, puis tu pourras leur partager en même temps que la présentation. Ouais. C'est vrai, c'est dans l'Institut universitaire Chapa a développé une boîte à outils là, pour l'intervention auprès des hommes immigrants. Donc, si vous allez sur leur site, là, vous allez pouvoir avoir accès à cette boîte à outils-là. Mais comme tu le disais, Instant, également aussi, là, sur le site du ROIM, je mettrai le lien là, Mhm, dans le courriel que vous allez recevoir demain. Il y a un certain nombre d'outils, dont un outil qui s'adresse aux hommes immigrants. Puis il mhm, faut savoir aussi que chacun des outils, bon, présente les facteurs de risque puis les facteurs de protection à mettre en place, mais aussi qu'est-ce mhm, qu'on peut faire pour valoriser la demande d'aide, puis accompagner la personne vers les ressources appropriées. Donc, mhm, lorsque l'homme vit la détresse suicidaire, puis également aussi là, des petits trucs pour prendre soin de soi quand on accompagne une personne là, qui vit de tels moments dans sa vie. Donc c'est ça. Fait qu'on mettra le site, l'adresse du site mhm, Internet là, dans le courriel qu'on vous enverra demain. mhm. Je regarde, et je vois pas d'autres questions intéressantes. Et le spécifique permet de. C'est ça. Donc, si je n'invite pas les personnes qui sont toujours avec nous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro puis poser votre question. Oui, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute à tout le monde. Puis évidemment, si vous avez d'autres questions qui vous pop, des fois, moi, ça m'arrive que ça arrive après, là. Je suis pas fermée vous pouvez envoyer à Pierre. Pierre, il va me revenir, puis je pourrai vous répondre à tout ça. Donc, puis là, je vois Marie-Ève qui a une question. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Euh, Tantôt, vous avez parlé de respecter la méfiance. Je ne Mhm, sais plus dans mhm. avec quelle population vous avez parlé de Oui. ça, mais vous parliez de respect de méfiance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui. Ben, ce point-là, il est dans deux fiches. Il est pour en fait, notamment pour les hommes autochtones, là, on s'entend. Dans le fond, dû à la colonisation, c'est sûr que des fois, il y a une certaine méfiance par rapport aux personnes allochtones. Des fois, c'est le contraire, hein. Des fois, c'est un homme autochtone va peut-être être plus à l'aise de parler à, je sais pas moi, une intervenante allochtone parce que justement, c'est loin de sa communauté, etc. Mais il y a quand même une certaine méfiance. Puis c'est pour ça aussi, c'est important d'adapter des fois. Des fois, la méfiance, ça peut être aussi par rapport au lieu, pas forcément à la personne. Mais par exemple, là, je sais pas si vos bureaux sont tout blancs et que cette personne a eu une expérience traumatisante à l'hôpital parce qu'elle parlait pas la langue, puis on lui a refusé un service. Parce que moi, j'ai déjà entendu ce genre d'expérience aussi dans des entrevues que j'ai eues dans le passé dans un cadre de notre travail, c'est que des fois, ça arrive qu'il y ait des expériences de stigmatisation, de racisme, de microagression. Fait que c'est sûr que c'est comme quelque chose qui, des fois, peut déclencher des choses. Mettons qu'une personne ne se sente pas du tout accueillie parce que les bureaux lui rappellent un traumatisme passé, des fois souvent dû aux enjeux coloniaux là, qui habitent quand même le territoire pas mal. Ben, c'est sûr que c'est de cette méfiance-là que je parle. Après, il faut pas non plus présumer que la personne va être méfiante, dans le sens que des fois c'est l'effet inverse, puis des fois aussi il faut pas réduire la personne à son identité culturelle, parce que des fois l'identité culturelle pour elle, ça ne signifie pas quelque chose qui est aussi important que nous on le perçoit de l'extérieur. Et c'est sûr que il faut garder ça en tête, que ça peut être possible qu'il y ait une méfiance.
mais c'est pas présumé que la personne va forcément être méfiante par rapport à justement à la différenciation autochtone, allochtone. Mais c'est sûr que c'est important de garder en tête l'histoire de la colonisation. Puis peut-être qu'il y a des réactions qu'on va peut-être pas comprendre sur le moment et qu'on va comprendre après, ou des codes aussi, des manières d'approcher en intervention qui sont différentes. Fait que de rester à l'affût de ça. Puis je pense que la meilleure chose à faire, c'est de demander à la personne. Moi, je suis pour ben, quand même cette approche-là. Je pense que ça se dit à une personne, si jamais vous constatez qu'il y a une méfiance, hey, je te sens méfiant, pourquoi? Puis d'aller lui poser pourquoi il y a cette méfiance, sans présumer que c'est à cause de ça, parce que ça se trouve, c'est pas du tout ça. Peut-être que c'est, là, je dis n'importe quoi, mais c'est peut-être que vous portez un chandail rouge et qu'elle aime pas le rouge. Je sais pas. Mais ça se pourrait aussi que ce soit dû à ce que vous représentez en tant que personne physiquement, et quel système, des fois, on représente sans le vouloir, là. Donc, je sais pas si ça répond à la question, de la méfiance. Oui, puis j'imagine aussi, comme tantôt vous disiez, mettons qu'on est dans un local blanc, Mhm. puis ça éveille quelque chose de négatif envers la personne. J'imagine qu'on peut, admettons, lui proposer, ben écoute, on va aller à l'extérieur, on va aller prendre une Mhm. marche ou Oui, ben, est-ce tout que à c'est fait. trop Oui. farfelu? Tout à fait. Moi, c'est ça. Ben, cette réflexion, je l'ai eue avec une discussion que j'avais eue avec Femmes autochtones Québec. Ça fait un petit moment. Puis c'était justement, ils faisaient beaucoup d'approches. Ils avaient un programme plus pour les femmes autochtones, puis ils faisaient beaucoup d'approches informelles. Donc, aller prendre une marche plutôt que d'aller avoir un rendez-vous dans les bureaux. Donc, c'est ça, quand je parlais d'adapter ses services, c'est de voir aussi est-ce que la personne est-ce qu'elle serait plus à l'aise de me parler si finalement on n'était pas dans un bureau? Même si je sais que souvent, comment on est formé, c'est par rapport à la confidentialité, puis c'est important, il faut continuer à la respecter quand même. Surtout dans le cas où la personne a des idées suicidaires, il y a des moyens d'aborder le sujet, des manières, pardon, d'aborder le sujet. Mais c'est sûr que si ça peut être une option d'aller prendre une marche plutôt que d'être dans un bureau, et que la personne, vous sentez qu'elle serait plus à l'aise avec ça, c'est important d'essayer de rendre accessible ça si c'est possible pour vous, là. Mm. Sans Merci. rentrer dans une paranoïa, dans le sens que moi aussi, je pense que là, il faut faire place à son sens clinique aussi, de voir, des fois, il y a aussi des signes corporels qui font qu'on voit que la personne est moins à l'aise, donc d'aller valider ça, mais aussi sans rentrer dans le fait que c'est possible que ce soit très, très correct aussi avec plein de monde, plein de personnes autochtones aussi, là, d'être dans un bureau, là, il n'y a pas de... Ouais. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres questions dans le clavardage. S'il n'y a pas d'autres questions de personnes qui veulent prendre le micro pour adresser une question, ben, on remercierait encore une fois grandement Asna. Comme je le disais aussi, vous allez recevoir un courriel demain là, avec la présentation. On va mettre un hyperlien aussi là, vers la boîte à outils. Vous allez recevoir un courriel aussi, sans doute, je pense, c'est la semaine prochaine, pour vous inscrire à la prochaine conférence midi qui va avoir lieu le 18 mars Mhm. prochain. Donc, c'est encore un SNA qui va être avec nous pour cette activité-là. Puis, l'activité va porter sur la présentation puis une discussion aussi autour de les deux capsules vidéo qu'on a faites là à l'intention des jeunes gens puis des personnes de diversité de genre, donc qui peuvent être exposées à la détresse suicidaire. Donc, les deux capsules sont vraiment très intéressantes, puis ça peut servir d'outil aussi pour favoriser l'accompagnement. Donc, on vous remercierait beaucoup pour votre participation ce midi. Merci encore une fois, Asna, à toi. Puis, c'est un rendez-vous le 18 mars prochain. Oui. Ben, merci beaucoup tout le monde. Passez une belle suite de journée. Merci.